Quoi de neuf, docteur ? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde partie d'épisode avec Laurent Jalabert et Julien Léonard. Je suis toujours Pierre Sartoff et vous êtes toujours sur Quoi de neuf, docteur. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie et je vous propose qu'on commence tout de suite notre débat provocateur. Quoi de neuf, docteur? Non, jamais entendu parler. Quoi de neuf, docteur ? Présenté par Pierre Sartoff. Pierre, présent. Pierre, présent. Pierre. D'abord, avant de commencer, j'avais une question tout à fait informative. C'est quoi pour vous l'histoire moderne ? C'est-à-dire, quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce que ça finit ? Parce que peut-être que pour notre public, la périodicité est quelque chose de pas forcément connu. Donc, c'est quoi l'histoire moderne ? Alors c'est très compliqué à expliquer aux étudiants parce qu'on le sait pas nous-mêmes. Et alors généralement, question suivante. C'était pas un fun fact. Non, mais c'est très compliqué parce que ça dépend beaucoup des objets de recherche. Donc c'est souvent, de façon un peu simpliste, on a fait remonter ça à l'introduction en Europe de l'imprimerie, par exemple, ou des choses comme ça. Moi, je vois par exemple pour mon sujet d'étude une vraie belle rupture bien nette et bien observable, c'est Luther en 1517. Donc moi je ferais remonter le début de l'époque moderne à ce moment-là, mais je comprends forcément que d'autres remontent bien en amont. Et alors en aval, c'est une très bonne question aussi parce que c'est compliqué. Est-ce qu'on intègre la Révolution française ? Est-ce qu'on l'exclut ? Bon, Laurent aurait tendance à l'inclure. Moi, très honnêtement, pareil pour mes objets de recherche. Et pour mon goût personnel, je trouve qu'il y a quelque chose qui change et qui s'affadit dans les années 1660. Donc c'est très tôt. Pour moi, l'histoire moderne cesse de m'intéresser à partir des années 1660. Il y a quoi comme événement ? C'est alors pour le royaume de France par exemple, c'est le début du règne personnel de Louis XIV. C'est un moment où la monarchie devient extrêmement routinière, administrative, bureaucratique. Et honnêtement, moi je vois une rupture là qui m'intéresse, qui m'intéresse moi. Voilà. Je pense, alors il y a, pour faire mon enseignant, c'est compliqué dans la mesure où c'est une vision très occidentale aussi. Effectivement, on peut trouver, je sais pas, même d'un point de vue de l'art militaire, du bastionnement, on peut voir des bascules fin 15e, début 16e, donc on rejoint une chronologie un peu classique. Après, au-delà de la révolution, si on considère dans le fonctionnement politique des idées, évidemment, il y a une rupture, mais si on s'intéresse à l'histoire rurale, par exemple, avant le milieu du 19e siècle, il n'y a pas de réelle rupture. Donc ça fait que je pense que ça dépend beaucoup de l'objet de recherche, c'est une chose. Et après, quand on a pu donner aussi la chute de Constantinople, milieu du 15e, pour étant comme une porte d'entrée de l'époque moderne où bon, c'est très compliqué. Et si vous prenez le Japon, pour eux, l'époque dite moderne, en fait, elle ne commence que tardivement dans le 19e siècle. Et donc c'est aussi des questions de lecture. Nous on est très enfermés sur nous, sur la France, sur l'Europe, mais c'est bien plus compliqué, je pense. Et du coup avec Pierre et Xavier, on se disait, voilà, tout à fait provocateur, que l'histoire moderne est souvent représentée, voire caricaturée. On assume la caricature avec des événements majeurs qui sont justement ce que tu disais, l'imprimerie, les grandes découvertes que vous n'avez pas citées, mais qui sont aussi pour certains l'événement majeur, Luther. Et ensuite, la fin, Révolution française, Napoléon. Et du coup, on vous pose cette question provoque. Est-ce que l'histoire moderne est une période de transition ? D'un monde ancien vers un monde nouveau. Vous avez eu une semaine pour réfléchir. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne question. Dans l'intervalle, le FCMS a perdu d'ailleurs. Ça, tu t'avances pas du tout en disant ça. Prendre trop de risques. Bon, on va lui répondre une réponse classique, mais cher ami, toute période est transition. C'est une transition permanente. Et est-ce que l'histoire, c'est pas la science du changement, quelque part ? Est-ce que c'est pas la science des transitions ? C'est une très bonne question. Alors, de façon encore plus provocatrice, Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge, ça allait du 3e siècle jusqu'à 1914. Voilà. Donc, ça, c'est provocateur. Et là, du coup, il n'y a plus d'époque moderne du tout. Et du coup, parce que pour lui, alors, encore une fois, je pense que tout dépend de l'objet d'étude. Je crois que s'il y a vraiment une chose qu'on doit garder de travaux déjà anciens, mais quand même majeurs, comme ceux de Fernand Braudel, c'est de se dire que, en fonction de ce qu'on étudie, il y a des temporalités, il y a des choses plus ou moins longues, et quand il écrit
son histoire de la Méditerranée au temps de Philippe II, il montre qu'en fait il y a des choses qui changent pas du tout pendant toute la période qu'il étudie, d'autres qui changent à peine, et puis d'autres qui sont vraiment extrêmement à un rythme extrêmement rapide. Et donc je crois que en fonction de nos champs d'études, on a des périodisations qui sont très différentes. Et je trouve que c'est un peu dommage que en France, on se soit justement enfermé dans une périodisation qui est aussi une périodisation institutionnelle, académique. C'est-à-dire que nous, on est moderniste, et quand on sort de l'histoire moderne, on est vu un peu, on nous regarde un petit peu du coin de l'œil en disant qu'est-ce qu'il fait celui-là. Mais je pense aussi à des collègues. Moi, j'ai un collègue par exemple qui fait de l'histoire religieuse de la Révolution française, et en réalité, quand on fait ça, on est obligé d'étudier des années 1750 jusqu'aux années 1850. Et donc on est à cheval sur deux époques, et c'est après difficile, parfois, de trouver des financements, des postes, etc., parce qu'on est à cheval, et c'est pas juste. Ouais. Enfin, la question de la période de transition, c'est aussi quand même, il y a une rupture. Si on veut bien y réfléchir, la question de l'imprimerie, cette capacité, il y a quand même là un effet démultiplicateur, un accès, alors bien sûr à ceux qui savent lire, etc., mais aux connaissances qui est quand même relativement important. Hein. Ça et l'image. L'image, la société. Ouais. On entre, alors là, les médiévistes seraient mécontents. Il y a toujours eu une société de l'image, sauf que là, c'est une société de l'image même à bon marché. Moi, je pense à tout ce qui pouvait être colporté et imprimé. Et en quoi c'est un changement, l'image ? Parce qu'on peut facilement... Mais c'est une question tout à fait naïve. Hein. Ouais. On peut imaginer que le texte, en effet, avant il y avait des gens qui l'écrivaient, du coup il y avait une diffusion moins rapide. En quoi l'image va aussi changer elle doit faire... Et qu'est-ce que ça va changer en fait ? C'est une idée comme ça. Ça change peut-être des choses dans les représentations, parce que ça peut à la fois nourrir et figer des représentations. Une gravure, je sais pas, de Saint-Antoine, je sais pas. Et je pense que ça peut, parce qu'on sait que dans les intérieurs, y compris les intérieurs de ruraux, il y avait, on a commencé tu parlais de Luther et d'autres, les portraits de réformateurs ou d'autres, comme ça, qui étaient accrochés. On a très très peu de témoignages maintenant, mais on le sait. Et ça, c'est important, parce que un imaginaire, je pense que ça alimentait, quoi qu'il en soit, un univers culturel. Et puis ça change aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui, mais qu'on peut appeler aussi pour l'époque moderne, ça change les conditions de diffusion de la propagande. C'est-à-dire que lutter sur le terrain idéologique, que ce soit en religion, en politique, par l'image, il y a des moments où il y a des véritables explosions. Au début dans les années 1520, il y a toute une série de guerres avec des gravures luthériennes qui envahissent l'espace public. Pendant la Fronde, il y a les mazarinades. Enfin, il y a vraiment une autre façon de faire de la politique et de faire de la propagande grâce à l'image. Et l'État, c'est la question de l'État. Alors l'État moderne qui prend ses racines dans la fin du Moyen Âge, mais là, il y a quand même il y a une rupture. C'est pas une transition. Là, je pense que c'est vraiment une rupture dans les modalités de gouvernement. Certes, il y a toujours eu un roi avant, il y en a encore un pendant l'époque moderne, mais le roi, il apparaît comme le personnage en avant, mais l'État s'impose de plus en plus. C'est dans ce cas-là, c'est en fait, actuellement, nous ne sommes pas l'époque contemporaine, nous sommes encore dans l'époque moderne, disons-le. Tout à fait. Ça, c'est provoque. Il y a encore des rois après l'époque moderne, d'ailleurs. Il y a des rois qui reviennent. Il y en a même qui veulent revenir. On nous l'a proposé il n'y a pas longtemps. Tout à fait, c'est vrai. Mais justement, on peut aussi percevoir, et c'est pour ça qu'on parlait aussi de transition, un monde qui a changé radicalement, on a l'impression qu'il change radicalement, et c'est peut-être le cas pour chaque période, mais entre les grandes découvertes, pour être tout à fait caricatural, et la Révolution, c'est quelques siècles finalement, avec d'importantes métamorphoses, avec un schisme de l'Église chrétienne, même si on avait déjà eu avant, mais on a cette période de bouleversement. Comment on peut expliquer justement que l'époque moderne soit autant bouleversée ? Est-ce que c'est justement ces grandes innovations ? Est-ce que c'est l'existence de l'État? Est-ce que c'est les grandes découvertes aussi qui vont avoir une influence économique, culturelle et aussi alimentaire, puisqu'on parlait de la tomate? Voilà. C'est difficile de répondre à ça. Alors moi, il y a assez peu de théories de l'histoire dans lesquelles je crois, mais de ce qu'on observe, je pense qu'il y a quand même une accélération des temporalités.
entre les différentes révolutions industrielles, technologiques. L'époque moderne, on voit ces révolutions se faire sur 3 siècles, mais je crois que les historiens dans 100 ans, s'il y a encore des historiens dans 100 ans et s'il y a encore quelque chose à observer dans 100 ans, ils se diront que les révolutions technologiques de l'époque contemporaine, elles ont été dingues, et peut-être que, en fait, dans la périodisation, peut-être que ce qui n'est pas raisonnable, c'est peut-être d'appeler époque contemporaine d'un bloc, ce qui existe depuis les années 1810. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs époques. Hein. C'est comme pour le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge on peut dire que c'est qu'un bloc. C'est très compliqué. Il y a 1000 ans, enfin, on considère 1000 ans de Moyen-Âge. Alors c'est sûr, on trouve toujours des continuités, notamment à travers le christianisme. Et encore, il y a quand même des évolutions, des changements. Mais c'est... Même d'un point de vue y compris même des moyens de production textile au Moyen-Âge. Je suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais il y a quand même un changement entre, je sais pas, la production textile au 6e et puis au 15e siècle. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est peut-être pour répondre à la question. La périodisation est nécessaire, mais c'est nécessaire de la critiquer aussi. Enfin, on dit oui, il y a 4 périodes par convention, mais en fait, on est obligé de les remettre en perspective en disant bah non, en fait. Je pense que c'est un petit peu pour moi. Alors, périodisation, c'est un peu comme les concepts en histoire. Ça aide à penser. J'ai dit que je faisais des questions de relance. Tout ça pour dire quelque chose. Comment ça commence un concept? Non, mais c'est-à-dire... je sais pas, ça me paraît... Je sais pas, par exemple, en histoire religieuse, c'est comme quand pour les confessions, on parle de la confessionnalisation, hein, cette idée justement de cette intrication entre les églises territoriales et et l'État, tout simplement, hein, et donc la religion au service de l'État, pour faire très très court. Bon, cette question-là, c'est à la fois vrai, mais c'est pas totalement vrai, et c'est surtout pas applicable partout dans l'Europe chrétienne. Alors, on a voulu l'appliquer, c'est parti du monde protestant. On a voulu l'appliquer au monde catholique, c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà, il y a une sorte de dimension d'échelle, de forme d'État. Ceux qui ont constaté cela, ils l'ont constaté cela dans le Saint-Empire, au hasard, par exemple, dans les principautés. Et après c'est différent. Ce que je voulais dire, c'est que les concepts, ils sont ce qu'ils sont, ils aident à penser, mais c'est pas l'histoire. Et les périodes, les gens ne sont pas réveillés un matin en se disant bah tiens, on a changé de période. Et donc partant de là, c'est tout bête ce qu'on dit là, mais c'est-à-dire que c'est une lecture, et il faut pas qu'on s'emprisonne intellectuellement dans une lecture. Il faut qu'on soit toujours ouvert en se disant voilà, c'est un objet, ça, je le redis, ça aide à penser, à réfléchir. Il faut être capable d'avoir une distance critique par rapport à ce que l'on aimait. C'est ça qui est le plus difficile, d'où l'importance de discuter aussi avec autrui, parce qu'il y a un moment de se dire Et vous qui vous catégorisez tous les deux comme des anciens, est-ce que vous avez l'impression que justement la recherche en histoire moderne a évolué? C'est-à-dire que dans le sens justement de ce côté périodisation, que là on pourrait se questionner sur le fait que la Révolution française soit dedans, la manière dont on l'étudie, est-ce que vous sentez une évolution de cette période et de son enseignement et de sa recherche? C'est une question à beaucoup de niveaux. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je crois qu'en fait, c'est pas une évolution de la recherche, mais c'est une évolution plutôt des questionnements des jeunes chercheurs. Et c'est vrai que les jeunes chercheurs, ils sont souvent plein de questions nouvelles. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Moi, j'aime beaucoup parler avec les doctorants parce que maintenant, on arrive à une génération de doctorants qui sont, par exemple, naturellement à l'aise depuis leur toute petite enfance avec les outils numériques, avec des réflexions comme ça de nouvelles réflexions. Et c'est très intéressant d'avoir leur regard en fait sur l'histoire, parce que elle est de ce fait différente de nos regards, je pense. Hein. C'est-à-dire que bon voilà, un exemple tout bête. Moi j'ai eu mon premier ordinateur portable quand j'ai commencé ma thèse. C'est-à-dire, aujourd'hui ils arrivent, ils ont déjà un ordinateur portable au lycée. Et donc le rapport à l'accès immédiat à la connaissance factuelle, ça a tout changé. Et donc je pense qu'ils interrogent toutes les périodes, y compris donc la période moderne, avec un autre regard, et c'est vraiment très intéressant. Et alors peut-être juste un tout petit mot aussi sur notre champ de spécialité en particulier. Il y a quand même une différence, c'est-à-dire que, alors bon, sans rentrer dans les détails peut-être personnels, moi, j'ai encore été élevé avec une certaine connaissance du christianisme. Alors aujourd'hui, c'est devenu rarissime. C'est-à-dire que les jeunes chercheurs n'ont plus de culture religieuse en général. Alors attention, ce que je dis là, c'est pas du tout
C'est pas du tout pour les charger, parce que peut-être même au contraire, ça fait que ils se posent des questions que nous ne nous posions pas. Et je crois qu'en fait le dialogue est vraiment très intéressant. C'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste que voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution de la docteur. On a prévu un code 9 docteur sur ça, parce qu'en fait cet été on avait reçu Olivier Bourrion qui est prêtre à Mircourt, je sais pas si vous le connaissez. Ouais, je vois qui c'est. Et qui était avec Erwin Singer pour justement, c'était un podcast sur les entre-deux, donc la naissance de Jésus quand même, un entre-deux, d'un point de vue histoire religieuse, à notre sens en tout cas. Et c'était assez intéressant de voir comment Olivier Bourrion, prêtre, qui a fait des recherches en histoire, avait une vision de ce fait historique, et Erwin Singer qui avait, du coup lui, maître de conférence à l'université de Lorraine, une vision aussi. Et on s'est dit que c'était intéressant aussi de se questionner si sa foi n'avait pas aussi un regard, enfin, comment notre foi ou nos croyances, y compris politiques, peuvent avoir un effet sur ça. Mais on va pas pouvoir y répondre aujourd'hui, puisqu'il y a un podcast. Mais derrière, c'est la fameuse question de la sacro-sainte objectivité de l'historien. Et ce que je veux dire pour abonder dans le sens de Julien, c'est, évidemment, nous, on a un substrat de par l'éducation encore, on va dire chrétien. Je parle pas de foi personnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant effectivement des jeunes qui n'ont plus nécessairement ça. Alors ça peut avoir il y a des implicites qu'ils n'ont plus, donc ça questionne, mais ça se rattrape. C'est pas le problème. Mais moi je vois aussi, pour le dire autrement, quand j'ai commencé à faire donc ma thèse sur le monde impérial, et hop, encore une fois, comme d'autres collègues, comme Christophe Duhamel que tu connais, c'est des gens qui ne sont pas du tout impliqués dans le monde religieux, dans le monde de la foi. Je veux dire par là, c'est que ça a été, il me semble, une plus-value aussi, un regard nouveau, des gens qui ne sont pas du tout impliqués, ce que je disais tout à l'heure, avec des historiens luthériens allemands qui travaillent sur les luthériens. Bon, au bout d'un moment, alors ça veut pas dire qu'ils mentent, c'est pas ça, c'est que simplement, ils vont peut-être pas assez loin dans le questionnement, peut-être, je ne sais pas. Mais pour les jeunes, moi je trouve, il y a aussi la grande question actuelle avec l'intelligence artificielle, ils l'utilisent nécessairement, et donc ça bouleverse, on le sent déjà, les façons de faire. Alors je pense pas que ce soit la mort de l'histoire, c'est pas en tant que science, c'est pas du tout ça. Mais ils vont travailler différemment. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine? Je vous propose qu'on continue et qu'on finisse sur ce débat, enfin qu'on ait fini ce débat, avec une autre question fun fact, la troisième. Quelle chanson a été jouée pour la première fois dans l'espace en 1965? Je crois que je l'ai, mais je vais... Bah, si tu l'as, du coup. Ouais, il me semble que je vais m'abstenir. Quelle chanson? C'est une chanson connue, on sait pas. C'est une chanson de l'époque? C'est une chanson de 1965? 1965. Alors elle est 65, c'est ça? Oui, 1965. Elle est née en 1857. C'est une chanson populaire. Bah dans ce cas, je l'ai pas. Michel Sardou. Non, attention, tu vas avoir Marin dans ça. On est du populaire. Donc c'est une chanson populaire, d'accord. Qui est connue. C'est une chanson américaine alors. Alors elle est connue en anglais, mais elle est connue aussi en français. C'est un air populaire, un air tout à fait. Du 19e siècle. C'est un donc. Mais alors c'est passé dans l'espace par les Américains. Ouais. C'est les Américains qui l'ont passé. Tout à fait. C'est pas en URSS quoi. Non, bah ça parce que ça aurait pu. Hein. Est-ce qu'on connaît les chansons populaires soviétiques? Assez peu. Assez peu. Ouais. Ça répond pas du tout à la question. Non, pas du tout, non. C'est pas un hymne. Enfin, est-ce que ça a été repris par la pop culture? Enfin, il y a des reprises de cette chanson. Pas tant. C'est vraiment une chanson populaire où il y a pas d'auteur, non mais tout le monde la connaît quoi. Ouais. Et qui date des années 1850. Alors vraiment, je le découvre en même temps que vous, donc ça n'a aucun effet sur. Tout le monde la connaît. Il pontifie depuis tout à l'heure là. Mais... Tout le monde la connaît. Et c'est une chanson, par exemple, qui se moque d'une catégorie sociale non, pas du tout. C'est une chanson qui est un peu un hymne de l'humanité. Enfin, c'est un truc. Non plus. Je pensais que tu avais la réponse et je me disais non. Je sais pas si ça pourrait être une chanson un peu qui représente. Non. L'art qui parle d'amour. Non, pas du tout. Vraiment, j'allais chercher beaucoup trop loin. Qui parle de Dieu? Non. Ça parle de rien, en fait. Mais qui en effet jouait souvent à l'occasion d'une fête. D'une fête religieuse? Non. Une fête religieuse. Noël? De Thanksgiving. Noël. Mon beau sapin. C'est dans la même idée. D'accord. C'est pas mon beau sapin. Parce que ça, c'est connu dans tous les jingles. Mais si, c'est ça.
C'est Jingle Ah, mais Bells. oui, bah c'est ouais, d'accord. C'est pas mon beau sapin, c'est Non, pas la non, même, c'est pas hein. pareil. Non, c'est moi qui me suis trompé. Excuse-moi. En effet, vive le vent. Et je vous C'est ça, lis, c'est Vive je le vous vent, lis ouais. l'article de France Info. Ah oui. Source par. Après avoir conquis la planète, Jingle Bell rejoint l'espace. En décembre 1965, les 2 astronautes de la capsule Gemini 6, je vais pas vous lire les noms de ces 2 personnes parce que j'ai un accent anglais effroyable, Bah justement, tu vois. jouent Jingle Bells à l'harmonica pour leurs collègues de la station de Houston. D'accord. Et du coup, cette chanson devient officiellement la première chanson à être jouée dans l'espace. Très bien. Question qui suit, qui n'a toujours pas de rapport. Est-ce que vous jouez de l'harmonica? Non. Voilà, c'est Moi, la je fin réponds, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi. Non, notre question c'était, et notamment parce que Julien est venu cet été, donc on rappelle dans le podcast Entre deux, et en l'écoutant je me disais il y a quelque chose de très actuel aussi dans le conflit, j'allais dire israélo-palestinien, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le conflit dans le israélo-palestinien conflit protestant-catholique, et est-ce que justement vos sujets de l'époque moderne reflètent aussi une réalité contemporaine? Et après j'ai une autre question subsidiaire qui vient avec ça. Quoi, dans la relation à l'autre, le rejet de l'autre, la lutte contre l'autre, etc. Je vais peut-être prendre l'autre question pour voir pour vous expliquer comment j'ai pensé le truc. Non, mais parce que pour simplifier, la question C'est vrai ensuite qu'on comprend c'était, pas bien. j'avais dit ça. Est-ce que c'est dur de ne pas prendre des lunettes contemporaines pour expliquer une autre époque? Et est-ce que du coup, au final, cette époque n'explique pas aussi une partie de la nôtre, ou en tout cas des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui? Oui, je pensais du coup sur le conflit, toujours pas israélo-palestinien, mais avec les protestants, de guerre civile, guerre de religion en France. Est-ce que à quel moment on met de côté en fait l'actualité pour se focaliser sur la réalité ouais. historique? C'est une question à tiroir. Moi, je pense qu'on peut pas. En fait, on peut pas. Et parce que ce que je disais précédemment me semble généralisable, c'est-à-dire que je pense vraiment, mais alors peut-être que certains y arrivent, mais je pense qu'on a beaucoup de mal à interroger le passé autrement qu'en fonction de l'époque dans laquelle on vit. C'est l'époque dans laquelle on vit qui nous donne envie de poser des questions au passé. Et donc nécessairement, on baigne dans une société, dans une culture qui font que on va poser au passé des questions différentes. Mais comment éviter l'anachronisme? Alors, comment éviter l'anachronisme? Et C'est très se compliqué. dire, je vais Ouais. étudier C'est très compliqué. la question là avec des concepts comme la laïcité, Oui. comme aujourd'hui par Alors, exemple ouais. on pourrait dire, bah, Alors il y a là, aussi déjà, une ouais. stigmatisation. Là, déjà, pour le coup, par exemple, étudier l'époque moderne Je savais que c'était le mot en magique. partant de la J'ai eu laïcité, des débats. c'est juste pas possible, je pense. Et donc, il faut pas. Mais en revanche, moi, je vais donner un fun fact sur ma vie personnelle. Le soir, avant de me coucher, je regarde, et je sais que je devrais pas parce que c'est pas bon pour les nerfs, mais je regarde un quart d'heure ou 20 minutes de CNews. Mais vraiment, je le fais. C'est lui. Je le fais. Et, ah bah non, Alors, malheureusement, ils ont beaucoup de téléspectateurs. Surtout en Moselle. Je m'attendais pas Et à donc, ça. ah oui, non mais alors moi je trouve ça important de savoir comment ils pensent et ce qu'ils se disent entre eux. Et alors, en revanche, la façon de débattre, la façon de ne pas écouter l'autre quand il répond, la façon de s'enfermer dans un système de pensée qui est totalement hermétique à celui de l'adversaire et qui tourne en rond, chacun de son côté, sans vraiment se parler, ça, alors là, je retrouve, mais à fond dans mes sources. C'est-à-dire que les catholiques et les protestants croient se parler l'un l'autre, mais en réalité, ils ne parlent pas le même langage. C'est comme s'ils débattaient dans 2 langues étrangères. Il y en a un qui... En fait, ce n'est pas un dialogue, ce sont des monologues juxtaposés. Et je trouve qu'on retrouve exactement ça dans la société d'aujourd'hui, entre une sphère... qui a la parole par exemple sur CNews, et une autre sphère qui peut avoir la parole dans d'autres médias ou alors qui est dominante ailleurs, je ne le nie pas, mais ces 2 sphères ne se parlent pas en fait. Ne se parlent pas, elles tournent en rond et elles ne débattent pas, elles s'invectivent. C'est quoi les conséquences de ça du coup à l'époque moderne? Eh ben c'est que on finit par se taper sur la figure. Mais d'où l'important, je pense, pour nous en tant qu'historiens, pour éviter l'anachronisme, d'employer et de connaître en fait un vocabulaire de l'époque. Parce que ça, c'est le vocabulaire, mais c'est très contemporain aussi, c'est-à-dire que le vocabulaire nous, évidemment, structure notre pensée, et les mots ont un sens. C'est un peu bête ce que je dis là, mais les mots ont un sens, ont une portée. Et ça nous aide à penser nous et essayer de rentrer dans les catégories de pensée de l'époque. Ça, c'est une chose, pour revenir sur la question de l'anachronisme. Éviter ça. Et après, moi, je trouve que pour ces questions d'affrontement, on va dire, confessionnel, par exemple, et en miroir de ce qui peut se passer actuellement, des affrontements qui sont aussi, il n'y a pas que l'aspect confessionnel, et loin de là, on le sait tous, c'est des questions anthropologiques. L'anthropologie historique, je pense que là-dessus, ça vaut le coup, et on retrouve l'idée de s'ouvrir à d'autres sciences humaines, et ça c'est important.
Et parce que malgré tout, même si des siècles ont passé, d'un point de vue parce qu'on peut expliquer aussi, et pas que par l'anthropologie historique, d'un point de vue purement chimique, organique, hein, des comportements humains, et ça joue beaucoup. Et je pense qu'on doit un peu s'inspirer de ça. D'où la nécessité d'employer des historiens sur certains plateaux, peut-être pas une chaîne évoquée précédemment, mais voilà, de manière à pouvoir discuter. C'est pas pour dire qu'on sait plus, c'est peut-être pour apporter une distance par rapport à ce que l'on dit actuellement. C'est bon, j'ai tué le débat. Ouais, merci. Bonne journée. Non, je sais pas comment rebondir, mais en effet, j'entends ce que tu dis dans le sens d'observer les différents arguments et de voir qu'il y a des choses qui reviennent. Et pour parler du coup de moi, il y a aussi ce côté-là avec le Liban où je me souviens en 2020 quand il y avait l'explosion du port de Beyrouth, j'étais en plein dans ma thèse et je trouvais ça intéressant de regarder en fait de faire l'inverse. Je me disais comment on fait pour ne pas regarder l'histoire de l'époque avec les lunettes du contemporain, mais c'est aussi intéressant de regarder notre histoire avec les lunettes de l'historien et se dire qu'il y a je pense pas que l'histoire est un éternel recommencement, parce que ça c'est les théories qui ne valent pas un sou, mais par contre il y a des choses qui ont pas changé ou il y a un retour en arrière et c'est assez intéressant d'étudier ça. Du coup j'avais notamment parlé de Cyril Hanouna dans ma thèse. J'étais assez fier d'avoir placé Face à Babar comme source. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. On ne réécrit pas l'histoire, on est une émission sérieuse. Voilà, je dirais pas plus par rapport à d'autres. Et toujours sur RCF et toutes les plateformes de streaming pour cette nouvelle émission Quoi de neuf, docteur avec Laurent Jalabert et Julien Léonard. Et après le premier titre proposé par Laurent Jalabert, nous laissons maintenant le choix de la bande originale à Julien Léonard qui nous passe les psaumes de Goudimel. Ouais. Ça se dit comme ça. C'est ça. On écoute ça tout de suite et après la musique, Julien nous expliquera son choix et en quoi ça parle de son rapport à l'histoire ou à ses recherches. Seigneur, que l'ennemi me raille de le cri, ton Dieu sera ta perte. Mets-toi mon bouclier, quand tu me vois plier, tu relèves ma tête. Vers toi quand j'ai prié, vers toi quand j'ai crié, tu as reçu ma plainte. Ta voix m'a répondu, ton bras m'a secouru, de ta demeure sainte. Je me couche sans peur, je m'endors sans frayeur, sans crainte je m'éveille. Toi qui soutiens ma foi, tu restes près de moi, et jamais ne sommeille. S'ils viennent par milliers, nuit et jour m'assiéger, Dieu freine leur passage. Le salut vient de lui, et son amour conduit son peuple d'âge en âge. Quoi de neuf, docteur? Sur RCF en Lorraine. Alors, pourquoi ce choix? Alors, contrairement au choix de Laurent, c'est plus un choix lié à mon thème de recherche, plutôt qu'une métaphore de la démarche historienne. Les psaumes mis en musique par Goudimel et mis en rime par Marot et par Théodore de Bèze, c'est vraiment le cœur d'une révolution culturelle dans le christianisme français, avec la naissance de la Réforme. C'est le début d'une nouvelle façon de chanter, de s'affirmer aussi dans son identité confessionnelle, pour plein de raisons. Alors déjà, on chante en français. Okay. Ça c'est la première. Avant c'était en latin. Voilà, c'était en latin. Et donc le fait de chanter en français, c'est vraiment un autre rapport à Dieu et un autre rapport à l'autre. Autre différence, c'est que désormais ce sont les laïcs qui chantent. Avant avant le XVIe siècle, le chant est réservé aux clercs. On apprend à chanter et les laïcs chantent assez peu. Mais si on appelle l'endroit où sont les clercs le chœur, c'est parce qu'en fait c'est là qu'on chante. Et donc c'est une autre révolution, c'est la participation des laïcs à la liturgie et au culte. Et enfin, la troisième grande différence, c'est que on chante hommes et femmes ensemble. Alors évidemment, les protestants sont pas des crypto-féministes, mais il y a quand même dans leur façon de voir la religion et la relation à Dieu
alors j'allais dire une plus grande égalité, une moins grande inégalité, on va dire, entre l'homme et la femme. Je le crois profondément. Et je termine juste une chose, parce que les psaumes, c'est aussi un marqueur donc d'identification dans l'espace public, et c'est pas du tout anodin. Plus d'un siècle plus tard, lorsque Louis XIV commence à persécuter les protestants, une des toutes premières mesures anti-protestantes qu'il prend, ça peut sembler bizarre comme ça, d'ailleurs quand j'en parle aux étudiants, ils disent oui bon voilà, est-ce que c'est vraiment une persécution? Mais c'est la toute première d'une longue suite de persécutions. C'est il interdit aux protestants de chanter les psaumes en français dans la rue, parce que il veut cacher la minorité, l'invisibiliser et l'exclure de l'espace public. Et ça peut sembler souvent absurde, mais en fait c'est une décision très lourde de sens que d'invisibiliser une minorité quand par ailleurs l'espace public est saturé de signes catholiques. Et ça, c'est une mesure qui s'applique ou... C'est une mesure qui s'applique. Non, ouais. mais qui s'applique. Ah, mais qui s'applique vraiment, ouais. Genre, il y a des gens qui... il y a des gens qui sont là pour surveiller. C'était quoi la peine? Alors, la peine, c'était des peines financières, hein. Okay. Oui, non, c'était pas, on n'allait pas en prison parce qu'on chantait les psaumes dans la rue, mais c'était une peine financière. Et alors, un bon moyen qu'ont trouvé beaucoup de catholiques pour empêcher les réformés de chanter les psaumes dans la rue, c'est que très souvent, on les obligeait à passer, pour aller au temple, on les obligeait à passer par un chemin très précis, qui très souvent passait devant des églises. Et en fait, les églises sonnaient les cloches à la volée pendant ce temps pour couvrir le son. Super. Voilà, ouais, bonne ambiance. Ça, c'est les années 1660. Mais les cloches, justement, c'est intéressant parce que dans les aspects parce qu'on en revient avec Jingle Bells, voilà, de vie interconfessionnelle, hein, et les concurrences, c'est la maîtrise de l'espace public, l'espace sonore, et le jeu des cloches. Qui a le droit d'eux dans les zones de mixité confessionnelle? C'est très très important, ça. C'est un milieu culturel. Et puis on est dans un univers culturel où une partie de l'information se diffuse par ce genre de son-là. Hein. Ça aussi, on le dit souvent aux étudiants. Il faut vraiment, pour comprendre ces périodes un peu anciennes, il faut vraiment se détacher totalement de nos pratiques. Et on est dans un monde où l'information circule lentement, où les gens circulent lentement, et donc c'est très dépaysant. C'est aussi avec l'histoire sensible qu'on fait évoquer ces genres de choses. Et le temps, quand on dit que le temps est christianisé, il est confessionnalisé. C'est-à-dire, pardon, je dis souvent la question. C'était bien. J'ai l'impression d'être dans une série bien connue. Enfin bref. Je vois pas laquelle. Non, c'est pas faux, comme dirait un. C'est pas faux. Kaamelott. Voilà. Ah d'accord, pardon. Non, mais le fait que justement qui a la maîtrise d'eux, c'est-à-dire que quand on va sonner le temps de la journée, mais pas les mêmes fêtes non plus, les fêtes religieuses, et ça c'est une réalité. Et ça du coup on l'observe plus dans l'espace germanique que dans l'espace français, ces endroits de mixité, non? De fait, avec notamment après la révocation de l'édit de Nantes. Alors, même avant. Et même avant, parce que le régime de l'édit de Nantes, en fait, c'est vraiment un régime qui fait que le catholicisme, c'est la religion par défaut. Et donc, généralement, oui, la maîtrise de l'espace sonore, c'est réservé aux catholiques. Les protestants sont obligés de respecter les fêtes catholiques, de respecter les rythmes, parce que c'est la loi du roi, en fait. Mais à contrario, pour quelque chose que tu connais mieux que moi, quand on prend le cas des Provinces-Unies, à contrario, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas manifester publiquement sa foi que l'on est nécessairement persécuté. Oui. Je te laisse, c'est toi qui... Oui, c'est ça, c'est que c'est une passe décisive. Non, mais il y a une vraie différence avec peut-être nos conceptions actuelles, c'est-à-dire que la liberté de conscience est vue comme quelque chose de souvent suffisant dans certains contextes et ne s'accompagne pas toujours de la possibilité d'exercer une liberté de culte. Et donc parfois avoir le droit d'exercer le culte dans un espace privé, ça peut suffire. Ouais. Mais pour faire mon pénible, mais jamais. Mais si je le sais, je le vois. Mais les auditeurs non. C'est que après l'incidence de ce que tu viens de dire concernant la liberté de conscience n'est pas la même pour les catholiques et les protestants, parce que les besoins de la manifestation dans le monde catholique et la manifestation publique sont plus importants peut-être que dans le monde protestant, ce qui fait que quelque chose que j'avais pu travailler comme d'autres, mais ces questions du culte domestique, ça n'a pas la même portée et la même saveur aussi dans les deux confessions. Non pas que ce ne soit pas intéressant. Oui, merci, j'ai compris. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire.
propose qu'on enchaîne avec un deuxième petit jeu proposé par Pierre. Je lui laisse expliquer les consignes. Eh ben, ça va être très simple. Ça va être un ping-pong, c'est-à-dire je vous pose une question et puis celui qui échoue à répondre à la question, a perdu le point. Le point va à l'adversaire. Je vous pose des questions toutes simples. Vous êtes tous les deux spécialistes d'histoire moderne, d'histoire religieuse et d'histoire lorraine, mais à quel point vous êtes des nerds du sujet, à quel point vous êtes vraiment hyper spécialistes, hyper connus. Donc là, les yeux se lèvent au ciel, c'est normal. Pierre, si tu veux également participer. Avec grand plaisir. Voilà. Donc du coup, je vais vous poser des questions toutes simples. C'est tu connais combien de ducs et de duchesses régnant sur les duchés de Lorraine et de Bar? Beaucoup. Attention, c'est parti. Je sais pas, Julien, tu commences. Il faut que je les cite à la suite, c'est ça? Non, là, tu commences par 1, d'accord. ensuite Laurent, René ensuite 2. Antoine Ier. Ouais. Charles III. Ok. Dans l'ordre chronologique ou pas? Si tu veux participer, Stanislas, qui est quand même le plus grand duc en plus. Est-ce que c'est provocateur? Un usurpateur, pardon. C'est à moi? Oui. Henri II. Ok. Charles IV. Ok. René II. René II, ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit. Ouais. Charles III. Déjà été dit. Non, c'est désolé. Pierre. J'abandonne. Il n'écoute pas. Charles V. Charles V. Nicolas François. Nicolas François. François III. François III. Alors moi je vais être provocateur, je vais dire la duchesse Nicole, qui à mon avis était duc de Lorraine. Est-ce qu'il en reste d'autres? Non, mais dans ce cas-là, Philippe de Gueldre, non, est-ce que... T'es pas régnante, hein. T'es pas régnante, c'est vrai. C'est Oui, vrai. oui, Alors, Nicolas François. chrétienne de Danemark, dans ce cas-là. Est-ce que on évoque aussi, parce qu'il y a François III, mais il y a François dit. Je l'ai dit. Ier et François II. Alors François II, c'est le... Est-ce qu'on a le droit de les... François II, c'est lequel? En fait, François II, c'est Nicolas. Non, c'est le père de Charles IV et de Nicolas François. C'est ça, ouais. Il a été duc 2 jours, quoi. Ouais, en fait, le temps d'éponger qui va s'afficher en même temps. Le temps d'éponger ses dettes, quoi. Oui. Même si cette affaire est pas totalement claire, mais je sais. il y a une Je histoire de... persifle parce que je suis messin. Voilà, bon, c'était la première question. Tu connais combien de places fortes de villes fortifiées en Lorraine? En Lorraine? En Lorraine. 2. Bon, Laurent, on va commencer. Lui, il en Simple, connaît ça. beaucoup, il Non, joue mais tout seul. hein. La première, voilà. Il faut que t'en dises. Non, mais à l'époque moderne ou... Une ville fortifiée en Lorraine, on va dire au XVIIe siècle. Alors tout dépend ce qu'on entend par fortifié, cher Ouais, collègue. Voilà. C'est, Une ville fortifiée où il y a une citadelle, où il y a des allez, on y va fortifications. avant midi. Hop. Longwy. Verdun. Ok. Nancy. Beach. Ok. Oui, bon, enfin, si on prend Toul. Très bien. Metz. Ça fait quand même partie de la Quand Lorraine. même. Mais alors après, ça dépend. Les trois évêchés ou... De l'espace Lorrain. Ah, d'accord. L'espace Lorrain. Thionville. Ok. J'abandonne. Marsal. Marsal. Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson, oui. Vic. Vic. Moyen Vic. Surseille. Ouais. Moyen Vic. Grand Vic. Non. Alors, Mirecourt a été bastionné. Ok. Mais si, mon ami. Si. Châtel-sur-Moselle. Châtel-sur-Moselle. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. Épinal, dans ce cas-là. Épinal. Ouais, c'est vrai aussi. Qu'il y en a beaucoup qui ont été démantelés par Oui, c'est pour ça sous que Louis on XIV. parle de quoi? On va dire avant Louis XIV, quoi. Enfin, Oula, carrément. mais il y en a très d'autres. long, du coup. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a dans- beaucoup, ouais, Neuchâteau. J'étais sûr qu'à la fin, il jouerait tout seul. Trop fort. Il est trop fort. hein. Moi, je suis perdu, là. Ça marche. Bah, du coup, on va changer de sujet. Ouais. Il y a quand même eu une thèse de Quentin Muller sur le sujet en partie, non? Non, c'était le mémoire de Quentin Muller qui était Oui, sur sur la question de la destruction, Voilà. du mythe et des mythes Bon. et réalité de la destruction liée à... Voilà. Voilà. Et il y en a- Tout est dit. Bah, on va continuer alors avec tu connais combien de personnalités réformées et protestantes de Metz? Ouais, non, alors là. Alors, Ouais, bah, non, Julien ouais, moi, je peux jouer toute la nuit, là. Il y en a des milliers. Paul Ferry. Paul C'est Ferry. sur lui que j'ai fait ma thèse. Voilà. Bah, lui, le pauvre, il en connaît pas d'autres. Non, mais ils sont pas connus, en fait. Bah, c'est ça. Bah oui, ils sont pas connus. Ils ont leur page Wikipédia. Comme mais- bah, non, ils ont Personne pas à leur Metz, page quand même. Wikipédia. Et non, J'en ai trouvé quelques-uns. C'est vrai Ouais, ouais. Autant cuvier, mais c'est plus tard. Ouais, c'est plus tard, ouais. Mmh, ça c'est ça. peut marcher, ça. Ouais. C'est 19ème, ça. Ouais. Ah non, moi, tout ce qui est à Metz m'intéresse pas. de toute Bah, façon. on peut bah oui. continuer. Moi, j'avais tous les Ancillons. Oui, 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 David, oui, Joseph oui. et puis Charles. Et Charles, Charles ouais. Ancillon, Mm. qui ont leur page Wikipédia. C'est Ouais, à je chaque fois. sais. Il y en a certaines, c'est moi qui les ai écrites, mais il y a longtemps. Il y a très J'ai longtemps. du Samuel Duclos. Ah oui, oui, qui était médecin, oui. Alors effectivement, il y en a un qui est assez peu connu, mais qui est Jacob Le Duchat, et c'est le premier éditeur de Rabelais.
C'est le premier éditeur en français modernisé de Rabelais. C'est Jacob Le Duchat. Il avait une reconnaissance internationale. Il était membre de l'Académie de Berlin. Et c'est lui qui a fait la première édition sérieuse de Rabelais. Voilà. On va dire que le point est pour Julien Léonard. Oui. Tu connais combien de graveurs et peintres de la Lorraine moderne? Pierre. On n'est pas en histoire de l'art. Non, mais de graveur et peintre. Graveur et peintre de la l'histoire Lorraine moderne. Georges Delatour. Georges Delatour. Ah bah oui. Callot, mais... Callot. Sébastien Leclerc. Sébastien Leclerc. Laurent Jalabert. Non, mais c'était pour passer Attends, j'ai un doute, Israël Sylvestre. Israël Sylvestre, évidemment. Sylvestre, ouais. Très grand graveur. Ouais, mais Israël j'ai lu Sylvestre. sur l'origine, c'est pour ça, j'avais un doute tout à coup. Bien sûr. Si, oui, mais ça. Né à Nancy. Ah, il est Bien pas sûr. médecin. Et il s'appelle Israël. Oui. Parce que lui, à mon avis, il est réformé. Hein. Ouais, avec un prénom pareil. Avec un prénom comme ça, il est protestant. Hein. C'est presque à coup sûr. Non, j'ai pas d'idée. Je suis nul en gravure peinture. Du Jacques Bélange, du Georges Delatour, du Georges Delatour, il a dit, hein. Claude Lelorrain. Ah, Claude Lelorrain. Bah, En fait, il faut prendre les Poussin. noms de... les noms des prendre quais les noms autour de de la quais. gare de Nancy. Ouais, ou des lycées, quoi. Claude Desruées, François de Nomé, Didier Barra, enfin bref, il y en a. Tu connais combien d'évêques de Metz de l'époque moderne? Ah bah ça, c'est facile. Il les connaît par cœur. Ouais, et il y en a un, bon, t'as tu me travaillé le laisses dessus. Ouais, je te le laisse. Alors, Monseigneur de la Feuillade. D'accord. Moi, mon préféré, c'est le fils naturel de Henri IV, Bourbon-Verneuil. Ok. Parce qu'il a jamais mis les pieds à Metz. Je trouve ça rigolo. Il était évêque pendant plus de 40 ans, il a jamais Comme mis un les pieds à député Metz. du Front National. C'est exactement pareil, c'est l'absentéisme. Oui, mais en touchant les revenus. Voilà, c'est ça. Ah Non, bah oui. non, mais dans le sens où Ah oui. l'élu, par exemple, il y a des députés qui ont été parachutés. Et Ah oui, oui. Ouais, ouais. voilà. C'est ça, ouais. C'était le côté parachutage. Vous en avez d'autres? Ah, moi j'en ai plein d'autres. Hein. Enfin, il y a Coilin, Monseigneur Coilin. Un certain... Ah non, Bossuet, non, il a... Ah non, Bossuet, il était pas, Non, non, il était chanoine à Metz. Ouais, c'est ça, chanoine. Attends, qui c'est qui a eu aussi il y a eu le cardinal de Lorraine, enfin il y a eu plusieurs cardinaux de Lorraine, hein. Il y a eu cardinal Charles II de Lorraine, cardinal Charles Ier de Lorraine, cardinal Jean de Lorraine, Il y a énormément Voilà. de la maison de Lorraine. le en fait, Noncourt qui se retrouve, aussi. Non, qui se retrouve sur l'évêché de Metz. On peut faire pareil avec tous les Verdun, mais là c'est plus ah non, technique. ouais, avec tous les Verdun c'est plus technique. Ouais. Ouais. Je les ai, hein, mais. Il y en a un de Toul que j'aime bien, c'est Porcelet de Mayenne. Parce qu'il Porcelet de a- Mayenne. Porcelet de Mayenne, parce qu'il a fondé un village en Lorraine qui s'appelle Porcelette et ça fait Et rire oui. tout le monde. Ouais, Voilà. et ça existe toujours. Ah oui, Tout oui, à fait. complètement. Alors moi j'ai on va dire une petite dernière. Les communes de la Meuse de plus de 2000 habitants. Bah, vas-y, il y en a que deux, non? C'est Bar-le-Duc et Verdun, non? 3. Allez, Ligny. Ligny en Barrois. Ah oui. De plus de 2000 habitants. Saint-Miel. Saint-Miel. Stenay. Saint-Miel, c'est sûr, ça, 2000 habitants. Saint-Miel, je Mais l'avais ils sont pas où noté. Bah, c'est certain. Saint-Miel, oui, mais oui. Oui, je l'avais pas noté, mais oui. Donc, Stenay. Stenay. Verdun, ça n'a pas été dit. Bar-le-Duc. Mhm. Ça compte quand même. Étain. Étain, c'est C'est validé, éteint. c'est validé. Ah, moi, je connais pas plus. Il y en a d'autres. Oui, oui, mais j'ai pas été. moi. Vos couleurs. Vos couleurs, c'est 1916 habitants au dernier recensement. Et Il y je en a pense encore. pas qu'ils ont gagné des habitants. Non, C'était en 2022. Commercy. Ah, Commerce, oui. Et pour moi, On ça avait, marque on avait du Finvel, du Bouligny, du Ancerville. Finvel, c'est pas possible. C'est plus de 2000 habitants. Plus de 2000 Finvel. Ouais. Revigny-sur-Orne, hein, voilà. Oui. Et sinon, vraiment, pour les vraiment spécialistes, les familles des Parèges de Metz. Et là, c'est technique. Les Parèges de Metz, c'est quoi? C'est les Ouais, je sais déjà l'élite pas ce que c'est. politique Oui. laïque C'est de les Metz. lignages des Les patriciens. lignages, voilà, des patriciens. Alors, très de... sincèrement, j'ai déjà vu les noms, mais alors, les Alors, mémoriser, c'est une grande question. Il Et y a- alors il y a les E. C'est validé. C'est que des voyelles, en fait. Donc, il y a les A. Robert de E. Et A, c'est validé. Il va y avoir les Roussel aussi. Les Roussel, c'est validé. Il est fort. Mais il vient de Metz. Bah oui. Et là, ça devient vraiment extrêmement technique. Enfin, là, on Ouais, est d'accord, non, c'est mais, des en plus, niveaux de en plus, questions. c'est des familles qui s'éteignent à la fin du Moyen Âge. Mm. Donc c'est même pas dans notre époque. Ben Parce oui. que les Puis, Parèges, il y en a Tout plus le à monde notre les a époque. oubliés, il faut Ouais. être honnête. Hein. Ça se finit en 1552, C'est ça. la Ouais. République Messine, C'est ça. pour le dire vite. Ouais, j'ai d'autres catégories, hein, si vous voulez, des personnalités, étudiants ou enseignants à l'université de Pont-à-Mousson. Ah, ça c'est vache. Non, C'est- je vous pose Ouais. pas la question, parce Ouais, que vraiment, on va c'est- laisser, ouais. Sur... Ça se trouve comme information, Ça se mais trouve, ouais. vraiment j'ai mis du temps. quoi. Ah, bah, Voilà, bah, donc, bravo. c'était mon petit jeu. Est-ce que t'es vraiment un nerd du sujet, quoi? Quoi de neuf, docteur? Sur RCF en Lorraine. Et du coup, dernier fun fact, parce que le temps tourne. Qu'est-ce qu'a exposé Gustave Trouvé à l'exposition internationale d'électricité de Paris en 1880?
Gustave Trouvé. Ouais, qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est son vrai nom, ouais. Oui. Une exposition universelle? Non. Ah non, Exposition internationale d'électricité. D'électricité. C'est important. C'est un indice pour qu'on aille un poil plus vite. Donc c'est un objet qui permet d'avoir la lumière? Non. Un appareil d'intelligence artificielle? Non. Qui permet une communication? Non. Démenté. Quoi? Pardon? Aimant, enfin... Non. Il n'y a plus de phrase. Pourquoi je parle russe. Est-ce que c'est un objet qui existe encore? C'est un objet qui est à la mode en ce moment. Ah, qui est à la mode? Ouais, qui est... Voilà. Alors, qui est à la mode en 2025. Mais vraiment en 2025, ouais. Ouais. Pour le son. Quelque chose Non, du son. non, c'est pas le son. C'est une exposition d'électricité. C'est un appareil électrique. Tout à fait. C'est un appareil que tout le monde a. Non. Une brosse à dents électrique. Non. Mais tout le monde la voit tous les jours. Je pense que ça se croise, quoi. Ah ouais? On le voit. Mais on le peut. C'est ceux qui ont un peu d'argent qui le possèdent. Ah d'accord, c'est très cher. C'est un peu cher. C'est un peu plus cher, oui. C'est une voiture électrique? Tout à fait. Eh bien, je vous le dis, en 1880, Gustave Trouvé améliore l'efficacité d'un petit moteur électrique développé par Siemens. Il l'alimente avec un air... Bref, je vous passe le truc. Et il l'a testé, du coup, à Paris, voilà. En 1880. En 1880, il atteignait quand même la vitesse de 3,5 km/h. Ah, c'est pas mal, ouais. Ce qui est pas mal pour l'époque, quand même. Laurent, il va plus vite sur sa trottinette. Surtout quand il rentrait dans l'amphi. Et une autre question qui n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que c'est d'être accompli professionnellement en tant qu'universitaire? Voilà. Bon, c'est un peu un lien. C'est vrai que c'est un peu un lien. C'est le côté succès, réussite. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, c'est bon, j'ai accompli quelque chose, j'ai réussi? Ce qui peut être des fois dans le privé, de se dire, bah voilà, je suis dirigeant d'une structure. Qu'est-ce que c'est d'être accompli professionnellement en tant qu'universitaire? Et du coup, pour les sous-questions qu'on avait, c'est, est-ce que c'est... Il y a quoi comme marge de progression? Ouais, est-ce que j'ai changé la connaissance d'un domaine, c'est-à-dire j'ai apporté des faits nouveaux? Est-ce que c'est d'avoir un poste plus prestigieux de prof, des fois d'être prof dans une grosse université? Est-ce que au contraire, c'est de faire humblement son cours tous les vendredis après-midi avec des étudiants et qui sont tous là? Moi, je pense qu'il y a une question de passer certaines... On parlait d'habilitation tout à l'heure, enfin, thèse, habilitation, une forme de reconnaissance. Il y a cette reconnaissance institutionnelle, la reconnaissance aussi par les invitations qu'on peut avoir. Ça passe par les réseaux, mais pas que. On parlait de séminaires aussi. Ça, c'est une forme de reconnaissance. Et puis après, c'est l'avantage de vieillir, si on peut dire. C'est qu'à un moment, c'est pas une surassurance, c'est pas du tout ça. C'est de se dire, voilà, j'ai fait des choses, j'ai montré que je répondais à des critères, et maintenant, je me sens davantage, mais ça c'est mon cas, hein, je me sens davantage libéré pour faire un peu plus facilement, écrire un petit peu différemment que d'une manière purement institutionnelle. C'est-à-dire transmettre différemment. Et ça rejoint la question des étudiants. Enfin, moi, je crois beaucoup au couple enseignant-chercheur, parce que C'est-à-dire? Il n'y a aucune ambiguïté dans ce que je dis. C'est simplement le fait que quand on fait des cours, et y compris parfois ces choses dont on n'est pas spécialiste, et justement, on rejoint la question du questionnement. Moi, je trouve ça enrichissant. On va sur les terrains sur lesquels on n'irait pas spontanément, puis on se dit, ah ben en fait c'est intéressant, et ça nous fait nous poser des questions. Alors moi j'ai pas passé tout à fait les mêmes étapes que Laurent, parce que moi mon habilitation elle est encore en cours. Tu es un peu plus jeune, c'est ce que tu veux dire? Non, pas vraiment, non, mais je mets plus de temps, je suis un peu plus lent, mais vraiment c'est pas un problème. Mais en revanche moi ce qui me procure du plaisir et ce qui aussi me fait me dire que voilà, il y a une forme d'accomplissement, c'est que c'est les discussions que je peux avoir avec les jeunes chercheurs justement, et les jeunes chercheurs qui sont sur mon champ de recherche. Alors il y en a malheureusement plus beaucoup, mais ceux qui sont là, quand je les croise en colloque, ou alors parfois maintenant grâce à la visio, on peut avoir des discussions parfois très longues et très fructueuses, et donc transmettre aux jeunes chercheurs ce que moi on m'a transmis, c'est une forme d'accomplissement, parce que je me sens comme faisant partie d'une sorte de chaîne de transmission. Et bon voilà, alors je dis ça peut-être parce que mon directeur de thèse à moi il est mort l'année dernière, ça m'a fait un petit quelque chose, et je pense que lui il était là-dedans aussi. Voilà, c'est transmettre à la génération d'après. C'est important. Il s'appelait Yves Krumenacker. Et justement, je reprends la balle au rebond, puisque notre dernière chronique de l'émission s'appelle « Comment va Marin ?»
Je crois que tu le connais, Laurent. L'objectif, c'est d'avoir un fil rouge durant toute l'année pour suivre le parcours d'un étudiant en dernière année de thèse, on touche du bois, les difficultés rencontrées, les joies, les peines, jusqu'à la soutenance qui s'annonce, on l'espère, triomphale. Aujourd'hui, Marin nous parle de son sujet, étudier Napoléon, est-ce faire de l'histoire moderne ou de l'histoire contemporaine? La réponse tout de suite. Salut Pierre. Pour ce nouvel épisode, tu m'as demandé de répondre à une question intéressante et effectivement importante au regard de la conception périodique et chronologique de l'histoire. Est-ce que mon sujet est un sujet d'histoire moderne ou contemporaine? Alors comme toujours avec Napoléon, j'ai envie de répondre les deux mon général, parce qu'il y a une sorte de dualité, de complexité dans la façon d'appréhender la question. Et je dois bien dire que j'ai en fait le cul entre deux chaises, pardon pour l'expression, parce que les modernistes me considèrent comme un contemporainiste et inversement les contemporanistes comme un moderniste. Donc si je ne devais parler qu'au sens de la classification classique, disons, qui est retenue en histoire, je dirais que Napoléon, et donc Duroc si on évoque seulement mon sujet, appartient à la période contemporaine, si l'on fait s'achever la période moderne, avec le surgissement de la Révolution française en 1789. Et en même temps, si on considère, comme c'est mon cas, ce que j'appellerais l'épisode napoléonien comme étant le dernier acte de la Révolution, alors la période contemporaine ne commence qu'avec la bataille de Waterloo en 1815 et l'avènement d'une Europe nouvelle au Congrès de Vienne. Mais on peut poser d'autres questions. La Révolution a-t-elle vraiment commencé en 1789 ? On voit bien que pas réellement, et que les germes étaient certainement déjà présents, peut-être bien depuis le renvoi des parlements par Louis XV en 1771, ou par leur rétablissement par Louis XVI en 1774. Et on pourrait même faire remonter à des périodes plus anciennes. Et puis inversement, est-ce qu'on considère que la Révolution s'est terminée ? Est-ce qu'elle n'est pas encore en suspens, même aujourd'hui ? Est-ce que Napoléon n'en représente pas tout à la fois une part de l'héritage, et donc s'en fait le continuateur, en même temps qu'il la canalise, l'étouffe, la contraint, pour que tout finisse par accoucher d'une restauration monarchique, finalement, en 1814-1815, et ne retarde l'avènement républicain à 1848, voire 1879, en attendant, effectivement, Jules Grévy. Bref, on peut tergiverser longuement sur la question, sans du coup apporter de réponse définitive au classement de Napoléon, dont l'action même se situe tout à la fois dans l'héritage du XVIIIe et dans l'avènement du XIXe qui l'inaugure. D'autant plus si on prend en compte la permanence, la persistance de son spectre militaire, politique et quasi mythologique au regard de la légende napoléonienne tout au long du XIXe, et depuis par apparition ponctuelle dans le débat mémoriel et public. Et là, on entre effectivement dans des considérations d'histoire mémorielle qui sont passionnantes, et ce qui me permet ici de justifier mon appartenance, entre guillemets, à la période moderne, puisque je travaille sous la direction de Laurent Jalabert, spécialiste des questions d'histoire moderne, notamment. Et j'ai cherché à travailler avec lui dès le master, justement parce qu'il travaille sur les considérations mémorielles, et que j'avais souhaité aborder Duroc dans mon mémoire par ce biais d'histoire mémorielle, de chercher à comprendre d'où venait à la fois donc cette importance accordée au rôle de Duroc, et en même temps une sorte d'effacement progressif de sa mémoire dans l'historiographie napoléonienne. Donc on a commencé à travailler ensemble de cette façon, et on continue ainsi, et ce n'est pas un problème, au contraire, parce que il me permet d'élargir mes axes de réflexion en n'étant justement pas spécialiste du sujet, donc en ayant nécessairement un regard différent du mien, et je crois que c'est toujours mieux de travailler sans cet entre-soi qui, au bout du compte, finit par être restrictif. Donc, quoi qu'il en soit, et le temps faisant son œuvre, il me paraît assez évident que la période napoléonienne finira par être considérée pleinement comme une période de l'histoire moderne, parce qu'on ne pourra pas indéfiniment penser Napoléon comme acteur de notre monde moderne contemporain. Eh bien, merci Marin. Il était au courant que tu étais présent dans le podcast. Hein. Donc c'est tout ce qu'il a dit, bien entendu, était dans... Mais je le reconnais bien, là. C'est très bien ce qu'il dit. Non pas parce qu'il me cite, mais parce que justement ce qu'il dit, c'est penser. Un petit mot peut-être avant qu'on passe aux recommandations historiques, je sais pas, de Julien ou de Laurent.
Sur la thèse de Marin? Non, sur son propos de classifier Napoléon et Oui. comment on peut le classifier. Ouais, mais je crois qu'il a entièrement raison. Il a entièrement raison et il est vraiment très bien placé pour ça. Je crois que ce qu'il a dit à la fin est vraiment très très clair. Hein, c'est que évidemment, avec le temps et avec l'éloignement qui est le nôtre, on finira forcément par voir Napoléon comme un personnage de l'époque moderne. Ça, c'est sûr. Et puis son point de vue où il relativise beaucoup de choses, ça c'est bien vu. Et le fait qu'effectivement, que moi je ne suis pas, il l'a dit, il a raison, un spécialiste de la question napoléonienne, mais c'est intéressant parce que justement il montre que les doctorants, enfin quels que soient les sujets, à un moment ils deviennent les vrais spécialistes de leur sujet et ils dépassent toujours ce qu'on appelle communément le maître et c'est normal. Nous on les accompagne, on fait pas le travail à leur place. Bien sûr. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique qui est les recommandations historiques ou culturelles. C'est la tradition dans Quoi de neuf, docteur. On termine toujours avec un bon plan, un livre, un podcast, un documentaire, un film, peu importe du moment qui nous fait voyager dans le temps. Et du coup, quelle est votre recommandation si vous en avez une? Moi j'en ai deux en fait. Eh ben, J'en ai deux et alors elles sont un peu corporate hein, parce que ce sont deux expositions dont les commissaires scientifiques sont des membres de notre laboratoire de recherche le CRUL. Elles ont toutes les deux lieu à Paris. La première elles se terminent toutes les deux le 11 janvier. C'est assez curieux, c'est une coïncidence du calendrier. La première chronologiquement, c'est l'exposition dont notre collègue d'histoire ancienne Christian Schwenzel est le commissaire sur le mystère Cléopâtre. C'est à l'Institut du monde arabe, c'est une très grosse exposition et vraiment très bien faite. Et puis la deuxième, elle est due à l'action de notre collègue en histoire de l'art médiéval, Frédéric Tixier, et elle est au musée de Cluny, un autre musée très prestigieux de Paris. C'est sur le Moyen-Âge au 19e siècle, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le médiévalisme, la naissance du médiévalisme, et c'est une exposition vraiment extraordinaire que j'ai eu la chance d'aller voir. Laurent? Une sur. Deux, pourquoi pas. Ouais, mais brièvement, alors des livres, parce que je l'ai aussi relu il y a pas longtemps, et lire ou relire L'étrange défaite de Marc Bloch. Ouais. Parce que pour réfléchir sur ce qu'est le renoncement, c'est une thématique que l'on peut voir de façon très actuelle. Je pense que c'est très très intéressant. Son regard d'historien, d'analyse, c'est un peu une réflexion à trappe que l'on a là. Et je pense que on peut le lire de diverses manières et à divers moments de l'existence et dans des contextes différents. Donc actuellement, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est absolument rien d'historique. C'est pas grave. Parce que je l'ai relu aussi il y a pas très 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 longtemps, la série des robots d'Isaac Asimov. Parce que je trouve que c'est très intéressant pour justement réfléchir, c'est toujours dans ce contexte de réflexion que l'on a tous sur l'importance de l'intelligence artificielle. Et là, il y a toute une réflexion sur des formes de cerveau et d'utilisation de cerveaux particuliers. Je vais pas spolier si les gens l'ont pas lu, par les robots et le rapport justement de l'humanité aux robots. Et je trouve ça d'une actualité criante pour bien des points, tout au moins pour alimenter notre réflexion. Voilà. Et sur les lois de la robotique qui ont été forgées par Isaac Asimov, quoi, sur les trois lois. Monsieur a lu. Pas du tout. Ah pas bon, du je tout, croyais. mais Il connaît Wikipédia par cœur. voilà. Pierre. Moi, c'est un livre qui s'appelle La corruption publique en France, de Frédéric Monnier, 18e siècle, 20e siècle, milieu 18e, milieu 20e siècle. Et c'est donc une histoire de la corruption telle que les Français l'ont perçue et comprise. C'est donc un spécialiste d'histoire politique. Il avait fait notamment sur la corruption et la politique. Et un livre sur Léon Blum, La morale et le pouvoir, et un peu cette notion de vertu au pouvoir. Moi, c'est une recommandation qui m'est venue évidemment en voyant Nicolas Sarkozy, président de la République, incarcéré. C'est quand même quelque chose qui était assez fort, et de poser cette question des atteintes à la probité, de la corruption. J'ai beaucoup lu sur la question, et j'ai lu ce livre-là qui est vraiment intéressant aussi, qui permet de mettre de la profondeur historique sur ce qu'est la corruption et sa tolérance ou non dans la société française. Est-ce qu'on l'accepte dans une certaine mesure, ou est-ce que on la rejette, et que c'est quelque chose qui a vraiment des flux, des reflux, quoi. Donc c'est très intéressant, très riche sur les scandales politiques, typiquement de la Troisième République, sur la tolérance au milieu d'argent sous les régimes de la monarchie de Juillet, etc. C'était assez riche. Moi,
30 secondes parce qu'après Julien doit aller chercher son train. Les émotions contre la démocratie, qui est un livre de Eva Illouz, qui est une philosophe israélienne et qui a écrit ça en 2022. Et en fait, on a l'impression qu'elle l'a vraiment écrit après le 7 octobre, donc c'est assez édifiant sur justement comment la société israélienne s'est construite autour de la peur et des émotions et bien entendu avec l'histoire qui est celle du peuple israélien et comment en fait ça va conduire à un régime qui est un, très sécuritaire et deux, qui amène à avoir l'ennemi partout et tout le temps. Et donc je le conseille. C'est déjà fini pour ce 4e épisode de Code 9 Docteur en compagnie de Julien Léonard et Laurent Jalabert. On vous souhaite une belle année universitaire à vous deux. Et bien entendu à bientôt sur nos programmes d'Histoire d'en parler. Merci à Pierre pour l'écriture de l'émission, à Xavier en tant que bénévole et un grand merci à Antoine à la régie au montage pour cette émission. On se retrouve en janvier avec l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Bonne journée.